des entretiens du Marquis, bonjour à tous. Dans le couple Macron, qui dirige la France? Et oui, la question peut se poser après la performance, et je dis bien la performance de Brigitte Macron, au micro de Gilles Boulot hier soir sur TF1. Il fallait en effet un sacré coup de culot pour venir défendre le bilan de son mari, à tel point d'ailleurs que certains se sont interrogés, mais qui dirige la France? Avant de traiter cette information, je voulais d'abord remercier tous ceux qui permettent à cette chaîne de vivre et qui me permettent dans une certaine mesure de faire mon métier. Merci à Poupou Palou, merci à JL Kenzo pour vos super thanks. Lorsqu'un personnage politique parle à la télévision, il va essayer de défendre son action. Il faut donc mettre ses paroles en perspective. La première perspective, c'est la perspective économique. Brigitte Macron nous explique que son mari est formidable. Eh bien, en effet, il vient de battre un record assez étonnant. Le Mozart de la finance vient d'aggraver le déficit commercial comme jamais. Il a atteint un nouveau record historique. Nous sommes prêts à 160 milliards d'euros sur un an. C'est la conséquence directe de sa politique. Eh bien, vous la connaissez. Il se fait le chantre du libre-échange et il a affaibli nos entreprises qui sont victimes de la concurrence étrangère, et puis surtout, il fait en sorte qu'elles ne puissent pas se battre encore à armes égales en augmentant leur facture énergétique. Il a fait en sorte de détruire EDF, il a fait en sorte que le prix du gaz soit couplé au prix de l'électricité. Le résultat, c'est que les factures d'électricité de nos petites et moyennes entreprises se sont envolées. Le résultat, c'est que beaucoup d'entreprises ont fermé leur ligne de production. Le résultat, nous importons. Et quand je pense qu'il y a des ministres du gouvernement qui se vantent que la consommation électrique de la France a baissé de 10% en disant « Oh là là, regardez comme on est fort », ben non, cette consommation de 10%, c'est avant tout des petites et moyennes entreprises qui l'ont pris en charge massivement. Voilà, c'est une catastrophe. Eh bien ça, vous n'entendrez pas parler au micro de Gilles Boulot. Et puis il y a une nouvelle bien plus terrible que le déficit commercial de la France. Écoutez, c'est terrifiant. Et on fait face à une crise sans précédent qui touche les crématoriums. Il y a environ 200 crématoriums en France, un secteur sous tension qui fait face à une vague inhabituelle de décès. 291 morts de la grippe depuis octobre en France. 251 rien qu'en décembre, et ça suffit pour mettre à mal le fonctionnement des crématoriums et à rallonger les délais pour les familles qui sont en deuil. C'est ce que nous explique Marilyn Hotman qui a enquêté et qui révèle cette info au RMC. Rendez-vous le 23 janvier, c'est dans plus de 2 semaines et c'est la prochaine date qu'un crématorium d'Île-de-France nous donne. Autant de décès à gérer, certains professionnels confient ne jamais avoir vu ça. Et il faut remonter loin dans les souvenirs de Jean-Pierre, ce Nantais à 30 ans de métier dans le domaine funéraire. Et 10 ans que je m'occupe du crématorium. En 10 ans, oui, c'est la première fois qu'on a un pic aussi important. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. La perte d'un être cher est toujours difficile, donc quand il y a des délais, ça l'est encore un peu plus. Alors pas question de laisser les familles endeuillées attendre encore plus de 10 jours. Jean-Pierre a débloqué 30% de créneaux en plus. Même décision dans les crématoriums de Nice, Perpignan, au Havre et au Mureau. L'équipe du crématorium de Christophe a dû s'adapter. On décale des horaires, on s'arrange toujours. Pour nous, c'est complètement inconcevable de faire patienter une famille pour un défunt 3 semaines. Le syndicat d'Île-de-France, qui regroupe plusieurs crématoriums, explique que c'est une surmortalité liée à la grippe qui, cette année, engendre ces délais souvent 2 fois plus longs. Et il y a un facteur aggravant, le secteur est en tension. Un professionnel dans le Grand Est confirme, les problèmes de recrutement n'arrangent rien. Comment expliquer une telle augmentation de la mortalité ? Avant d'en donner les causes, il faut savoir que quand un pays voit sa mortalité augmenter, c'est qu'il n'a pas un service de soins adapté à sa population. Nous savons en effet que la population française est âgée, elle vieillit, et que les hôpitaux n'ont pas pris en compte cette dimension. Au contraire, les gouvernements successifs, et particulièrement Emmanuel Macron, ont fait en sorte de diminuer les lits à l'hôpital. L'hôpital ne peut plus accueillir les malades. Et c'est ce que d'ailleurs nous dit Patrice Polo, l'urgentiste, qu'on va citer parce qu'il dit une chose là encore terrible. Cette nuit, les réanimations étaient pleines à Paris. Des gens sont obligés de garder des cadavres chez eux. Effroyable aveu de l'urgentiste Patrick Pelou, la France de Macron devient dans tous les domaines un immense cimetière. Oui, la France devient un pays du tiers-monde au niveau du soin. Les hôpitaux ne peuvent plus accueillir les malades, nous avons des déserts médicaux, les gens attendent des mois des rendez-vous chez des spécialistes.
Et il faut ajouter la responsabilité de ce gouvernement dans la politique sanitaire, puisque les confinements ont engendré une catastrophe. Les gens qui étaient malades ne sont pas allés consulter les médecins, ils ne sont pas allés voir leur cancérologue. Le résultat, et ils ont témoigné d'ailleurs, eh bien, ils voient de plus en plus de patients en phase 3, en phase 4, avec des cancers de phase 3 et de phase 4, alors qu'autrefois, ils auraient été en 1 ou 2. Le résultat, c'est que c'est trop tard pour tous ces patients. La responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette crise est effroyable. Mais certains d'entre vous me diraient, mais il n'y a pas que les confinements, il y a peut-être autre chose. Vous avez certainement raison, mais il est très difficile d'en parler parce que nous n'avons pas les chiffres exacts. Néanmoins, nous avons une nouvelle qui peut-être nous donnera les vrais éléments sur la crise du Covid. En effet, nous venons d'apprendre qu'un avocat venait de porter plainte contre Pfizer. Et même, il ajoute qu'il a 300 dossiers du même cas. Mais le plus important dans cette affaire, c'est que c'est la première fois que Pfizer-BioNTech est assigné devant un tribunal, notamment celui de Marseille, pour de possibles effets secondaires de son vaccin anti-Covid. Vous remarquez le terme « possible ». En effet, tout a été mis en œuvre pour que nous n'ayons pas une connaissance précise de ces effets secondaires. Si cette requérante obtient la désignation d'un expert médical, qui évaluera le lien de causalité entre vaccination et apparition de sa pathologie, ce sera une énorme victoire qui pourra être exploitée par tous ceux qui ont été victimes du vaccin. Nous voyons que Eric Lanzeran, je vous l'ai dit, a 300 dossiers similaires et il faut imaginer que de très nombreux patients souffrent de ce vaccin. Donc, c'est un moment un peu historique. Nous espérons que le tribunal civil de Marseille sera à la hauteur de l'événement. J'ai à peu près tracé toutes les perspectives. Je dis à peu près, je ne peux pas parce que je devrais passer pendant des heures. Résumons, la situation économique de la France, elle est catastrophique. La situation sanitaire de la France, avec les hôpitaux, etc., est effroyable. La situation de nos artisans, la situation mentale des Français n'est pas très bonne. Et c'est ce moment que choisit Brigitte Macron pour défendre son mari. Et ce n'est pas un hasard. Elle sort de l'Élysée à chaque fois qu'Emmanuel Macron est acculé. Alors, elle n'a pas d'éléments réels à sa disposition. Elle va devoir manipuler les émotions des Français. Et elle va nous jouer cette fameuse comédie qu'elle avait jouée en 2017. Elle va nous présenter les amours de Brigitte et Emmanuel. Des affaires de cœur. Hein. Nous sommes dans la presse People. J'ai envie de dire, mais la situation de la France est terrible et Brigitte vient nous parler à la télévision de son couple. Mais pas dans n'importe quelles conditions. En effet, Gilles Bollot rappelle qu'Emmanuel Macron lui a déclaré une véritable hymne à l'amour lorsqu'il était au milieu des autistes. Ah, on a bien compris, le reportage de France 2 avait été préparé pour exploiter la venue de Brigitte Macron. Voyons maintenant ce que dit Brigitte de cette déclaration. C'est stupéfiant. Je vis ce que je vis comme je le vis, c'est parce qu'il est comme ça. Ce serait beaucoup plus compliqué s'il n'était pas l'homme qu'il était. Donc, ce n'est pas une question d'admiration béate, c'est simplement lui rendre ce qu'il est. C'est un homme profondément honnête et profondément vrai. Cette romance est bidon de A jusqu'à Z. La presse nous a fourni un narratif qui ne correspondait pas à la réalité. Tout était fabriqué par Mimi Marchand, et notamment des éléments de langage qui ont induit en erreur de très nombreux Français. En effet, dans tous les reportages, on apprenait qu'il n'y avait que 20 ans de différence d'âge entre Brigitte et Emmanuel, qu'elle avait 36 ans lorsqu'ils s'étaient connus et lui en avait 17. Mensonge, mensonge, il y a 25 ans de différence d'âge, elle en avait 39, il en avait 14. Évidemment, il fallait absolument édulcorer le fait qu'elle a détourné un mineur. Donc lorsqu'elle nous parle des amours de Brigitte et d'Emmanuel, tout est bidon. Et puis, on a envie de dire, la situation de la France est catastrophique, vous pourriez éviter de nous parler de vos problèmes de couple ou de vos affaires de cœur. Et puis, ça continue dans un deuxième temps.
on lui pose quand même la question des retraites. En quoi est-elle compétente en la matière ? Remarquez que déjà le bandeau en dessous d'elle la présente de manière très favorable. Elle est la présidente de la Fondation des hôpitaux. Les hôpitaux s'effondrent, elle serait là donc comme une mère pour les protéger. Mais de qui se moque donc ? Ce ne sont que des moyens pour manipuler les émotions des téléspectateurs. Et ce qu'elle dit, eh bien, c'est une véritable performance, c'est du grand art, il n'y a plus rien à voir avec la réalité. Elle ment effrontément, et écoutons-la pour dénoncer ces mensonges. Lorsque vous rencontrez ces Français, lorsque vous les lisez, est-ce que vous dites ils sont prêts à affronter une réforme aussi radicale que la réforme des retraites ? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement. Si je prends le Covid, la manière dont ils ont réagi sur les gestes barrières, sur le confinement, les Français se sont toujours adaptés. Mais là, sur la retraite, ils sont majoritairement contre. Hein. Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. Nous l'avons vu baisser les yeux pour regarder ses notes. Alors, comme il faut jouer une pièce de théâtre, elle était professeure de théâtre, elle va inventer de faux témoins. Ce sont ces jeunes à qui elle a parlé et dont elle veut absolument prendre soin. C'est vrai qu'elle a souvent pris soin des jeunes, on pense notamment à Emmanuel, mais je ne sais pas si c'est de cette façon-là qu'on aimerait être traité par Brigitte. Il y a quelque chose quand même d'assez ahurissant dans ce qu'elle dit. D'ailleurs, Gilles Boulot est presque gêné, il a beau jouer son rôle de propagandiste, il est quand même gêné. Pour quelle raison ? Qui soutient la réforme des retraites aujourd'hui ? Eh bien, c'est essentiellement les personnes âgées qui sont déjà à la retraite, qui sont privilégiées, ces fameux boomers socialistes qui adorent Emmanuel Macron. Les jeunes, quand on regarde les sondages, sont très très critiques. Ils ont bien compris que 65 ans n'était qu'une étape, puisqu'ils entendent parler de nombreux libéraux qui nous expliquent qu'on devra travailler jusqu'à 67, peut-être même jusqu'à 70 ans. Donc si on ne les arrête pas maintenant, eh bien, la réforme des retraites continuera dans 2-3 ans, on refera le même coup, les retraites, il y aura des problèmes de financement, et on ira vers 67 ans. C'est-à-dire qu'une grande partie des classes populaires ne prendront jamais leur retraite, et ceux qui en bénéficieront, ce sont les classes aisées, privilégiées, qui votent Emmanuel Macron. Eh bien, pour cacher cette réalité, elle fait place aux jeunes, c'est pour sauver la jeunesse. C'est un immense mensonge, c'est un exercice de propagande. Honte à Gilles Boulot d'accepter ce genre de choses. Alors, il fallait cacher que son mari était un petit peu curieux, qu'il était hors norme. Elle nous explique que c'est un gars formidable. Elle nous explique que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien-être des Français et de la France, alors que la France est en train littéralement de s'effondrer. Bon, je crois qu'elle aurait pu avoir un rôle avec Joseph Staline ou avec Mao, tant cet exercice de propagande est littéralement écœurant. Alors, beaucoup d'entre vous n'aiment pas que je l'appelle Brigitte, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Par contre, je vous donnerai un document que vous avez peut-être vu et vous me direz ce que vous en pensez dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir.